bonjour à toutes et tous qui êtes derrière vos écrans et aussi dans la salle. Merci de votre présence. Merci à nos intervenants. Nous commencerons par une visioconférence, mais vous êtes bien là, en chair et en os. Je suis ravie de participer à cette rencontre de l'événement Le Monde Nouveau, que vous avez certainement déjà suivi ce matin, et d'autant plus ravie que cet après-midi, nos intervenantes et intervenants vont évoquer des questions de toute première importance. En cette période de crise sanitaire, et malheureusement, peut-être demain, enfin même sûrement demain, de crise climatique. Donc c'est dans ce contexte pas si facile que nous parlerons de science et santé. Je vous remercie d'avance pour les entretiens que vous avez bien voulu m'accorder avant cette table ronde, ce qui a permis un peu de préciser les messages que vous alliez faire passer. Pour commencer, en visioconférence, à distance, bonjour Valérie. Bonjour. Je pense que tout le monde vous voit. On fera parler donc Valérie Masson-Delmotte, Valérie qui est une grande habituée maintenant des réseaux et donne on pourrait dire la bonne parole des climatologues. J'y reviendrai. Interviendront ensuite messieurs Arnaud, Rimbaud, Madame Julie Durand, qui est au centre de la table ronde, messieurs Ducournau et Crubézy. Ne vous inquiétez pas, il y aura du temps pour un dialogue avec la salle, mais aussi avec vos questions que je recevrai sur cet engin. Mais d'abord, Valérie Masson-Delmotte. Valérie, je rappelle que vous êtes coprésidente du groupe 1 du GIEC. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore tout à fait compris, ça veut dire le groupe des scientifiques. Immense groupe qui analyse toutes les études qui sont produites sur la question du climat. Vous êtes vous-même paléoclimatologue, climatologue tout court, autrement dit spécialiste du climat, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, à l'Institut Pierre-Simon Laplace, tout cela faisant partie à la fois de Paris-Saclay et du CNRS et du CEA. Valérie, c'est à vous. Je vous ai demandé de nous rappeler les points importants. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce rapport du GIEC qui est sorti le 9 août, rapport scientifique qui est le premier d'une série qui sera complétée en 2022. Mais vous pouvez nous dire quoi aujourd'hui comme climatologue sur l'évolution du climat? Merci beaucoup de votre invitation. Je regrette de ne pas être physiquement avec vous. Vous voyez mon magnifique bureau à Paris-Saclay derrière moi. Donc la première chose, c'est que les changements climatiques récents, ils sont généralisés, ils touchent toutes les régions du monde, depuis le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan, des pôles aux régions tropicales. Ils sont rapides et s'intensifient. Leur ampleur, leur vitesse sont inédits sur des milliers d'années ou davantage. Premier exemple de résultats nouveaux, l'accélération du rythme de montée du niveau des mers, du fait du réchauffement de l'océan, de la fonte des glaciers et d'un apport croissant d'eau dû à la fonte du Groenland et l'écoulement de l'Antarctique. Si on prend un indicateur clé de l'état du climat, la température à la surface de la Terre, on en est sur les derniers 10 ans à un réchauffement de 1,1 degré par rapport à la fin du XIXe siècle. Et il est intégralement dû aux conséquences des activités humaines, avec l'effet de serre supplémentaire, qui est piloté en particulier par nos rejets de dioxyde de carbone, quand on brûle du charbon, du pétrole, du gaz ou par la déforestation, et nos rejets de méthane, liés aux fuites de gaz fossiles, mais aussi liés à certaines activités agricoles, en particulier d'élevage. Donc cet effet réchauffant pilote le réchauffement planétaire. Il est un petit peu masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution qui sont néfastes pour notre santé. Donc il est indiscutable que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine du changement climatique avec lequel nous vivons. Et il y a des avancées considérables pour comprendre comment ce changement climatique dû à l'influence humaine
rend plus fréquents et plus graves des événements extrêmes comme les vagues de chaleur en France, sur terre, comme en mer, les épisodes de pluie torrentielle, par exemple du côté des Cévennes, et renforce la fréquence et l'intensité des sécheresses, tout particulièrement autour de la mer Méditerranée, donc sur tous les continents riverains. Certains événements extrêmes chauds récents ne se seraient pas produits, auraient eu une probabilité extrêmement faible de se produire de cette manière si nous n'avions pas perturbé le climat. Donc le changement climatique, ça affecte toutes les régions de la Terre, avec des tendances, des extrêmes, des variables climatiques qui dépassent des seuils de tolérance et donc provoquent des impacts, par exemple pour les rendements agricoles ou pour la gestion de l'eau. Et les changements que nous subissons vont s'accentuer avec la poursuite du réchauffement. Un cycle de l'eau qui s'intensifie, une augmentation des saisons et des événements très secs ou très humides, directement liés au niveau du changement de température à l'échelle planétaire. Il y aura la poursuite d'une hausse de la fréquence ou de l'intensité des extrêmes que je décrivais précédemment. Ça implique aussi une augmentation de la récurrence des situations météorologiques propices aux incendies, qui augmente fortement pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire, en particulier autour de la Méditerranée. C'est aussi le cas du dégel des sols gelés, du recul de l'enneigement, ou bien de la proportion des cyclones les plus intenses dans les régions tropicales. Et en France, en métropole, dans les Outre-mer, on a une forte exposition à ces aléas climatiques qui vont s'intensifier à mesure du réchauffement. Il est impossible de revenir en arrière par rapport à certains aspects d'un climat qui change. La montée du niveau des mers, elle va se poursuivre à l'échelle de milliers d'années. Mais son rythme, son amplitude, ça va profondément dépendre de ce qu'on va choisir de faire dans le monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. À horizon 2050, c'est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres en plus. À horizon 2100, ça peut être 50 cm si on arrive à limiter le réchauffement, 1 mètre ou davantage si on rajoute toujours plus de gaz à effet de serre, ou bien si certains secteurs de l'Antarctique deviennent instables. Et c'est plusieurs mètres à l'échelle de temps de 2000 ans ou davantage. À moins d'une réduction immédiate et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il va être impossible de limiter le réchauffement à des niveaux proches de l'actuel, 1,5 degré ou largement en dessous de 2 degrés, qui sont les objectifs de l'accord de Paris sur le climat du fait des risques associés. On va atteindre un niveau de réchauffement d'environ 1,5 degré au cours des prochains 20 ans, en moyenne sur une vingtaine d'années. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent au niveau actuel, ce qu'implique les promesses faites par les différents pays à horizon 2030, donc s'il n'y a pas plus d'action que cela, si ça stagne pendant quelques décennies, on dépassera 2 degrés d'ici à 2050 et 3 degrés au siècle prochain. Donc le dernier point, c'est si on veut limiter le réchauffement de la planète, et il y a des enjeux en termes de préservation de la biodiversité terrestre et marine, il y a des enjeux en matière de sécurité alimentaire, de sécurité en eau, de sécurité des habitats, par exemple sur le littoral. Donc pour limiter ce réchauffement et pour limiter la vitesse de ce qui est inévitable, d'un point de vue des sciences du climat, la première condition à remplir, c'est limiter le cumul des émissions mondiales de CO2. Ça veut dire les réduire le plus vite possible pour aller vers net zéro le plus vite possible. Et plus on tarde, plus le cumul est élevé, plus le climat dérive, plus ses conséquences s'aggravent. Et la deuxième chose, c'est réduire le plus rapidement possible les émissions de méthane. C'est un gaz à effet de serre qui a une durée de vie courte dans l'atmosphère et qui contribue à la formation d'ozone près de la surface, ce qui est un polluant atmosphérique néfaste pour les plantes et pour la santé humaine. Donc réduire les émissions de méthane, ça permettrait non seulement de contribuer à stabiliser le réchauffement climatique, mais ça permettrait aussi d'améliorer la qualité de l'air, et c'est le point que je voulais souligner en lien avec la thématique qui touche aux questions d'environnement et aux questions de santé de cette table ronde. Merci Valérie. Justement, vous avez insisté sur le fait que
il y aurait un impact autour de la Méditerranée. On se sent très très concerné quand on est à Montpellier. Cela étant, il y a des choses qui restent abstraites encore. Par exemple, la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, pour tous ceux qui ne sont pas spécialistes, on nous dit que c'est déjà terrible à 1,5 degré, on nous dit que ça va être encore plus terrible à 2 degrés, mais ce n'est pas évident à bien comprendre. Alors je sais bien que vous êtes dans le groupe 1 scientifique du GIEC et que nous aurons droit à un rapport du groupe 2 sur les impacts, mais quand même, redites-nous, quelle est cette différence entre 1,5 degré et 2 degrés, notamment? En fait, pour chaque fraction, pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, il y a beaucoup de caractéristiques qui s'amplifient. Si on prend par exemple les sols gelés de l'Arctique, on en perd un quart en surface, gelé en surface, on en perd un quart par degré de réchauffement supplémentaire. Si on prend les pluies records, leur intensité augmente de 7% par degré de réchauffement supplémentaire. Et si on prend les canicules qui étaient rarissimes à la fin du 19e siècle, une fois tous les 50 ans, elles sont déjà aujourd'hui 5 fois plus fréquentes. Ça veut dire une fois tous les 10 ans. Leur fréquence, elle va doubler entre maintenant et un monde 1,5 degré plus chaud, et encore doubler entre un monde 1,5 degré et 2 degrés plus chaud. Si on prend les extrêmes de niveau marin, vous savez, quand on a une marée haute, une forte tempête, ceux qui se produisaient une fois par siècle au siècle dernier, à horizon 2050, ils vont être 20 à 30 fois plus fréquents, simplement par la montée graduelle du niveau des mers. Et pour 2 degrés de réchauffement, même en Europe, on va atteindre très fréquemment des niveaux de record de température qui sont dangereux pour la santé humaine, quand on a un travail ou une activité physique intense en extérieur, et dont on sait qu'ils seront extrêmement dommageables pour la production agricole. Oui, ce que vous venez de dire, effectivement, ça me fait penser, et c'est tout le cœur de ce dont nous allons parler à cette table ronde, c'est tout le cœur d'un éditorial qui est paru dans plus de 200 journaux médicaux très récemment, alertant sur l'impact du réchauffement climatique sur la santé de manière générale, c'est-à-dire accentuant les difficultés, par exemple, pour toutes les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou de problèmes rénaux, mais aussi les allergies. Et ce que vous avez cité, l'insécurité alimentaire, autrement dit la possibilité qu'il y ait, c'est pas drôle du tout à penser, qu'il y ait encore plus de personnes mal nourries ou pas nourries du tout, donc des problèmes très très graves. Avant que nous poursuivions, je dois faire le point avec vous, Valérie. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à quand? Parce que j'aimerais pouvoir passer la parole à nos intervenants. Vous êtes prise par votre agenda qui est toujours extrêmement rempli. Vous travaillez d'arrache-pied. Dites-nous jusqu'à quelle heure vous pouvez rester avec nous. Alors moi, je vais assister à l'ensemble de votre table ronde. Et pour les participants, je veux souligner que le rapport, il est entièrement disponible sur le site ipcc.ch en anglais, le site du GIEC, et qu'on a un atlas interactif qui permet justement d'accéder à toutes les données avec une approche de sciences ouvertes, de données ouvertes, et de faire des cartes interactives soi-même pour la région qui vous intéresse et des synthèses région par région, par exemple pour l'Europe. Et vous avez souligné le rapport du groupe 2 du GIEC, il va comporter un chapitre entier dédié aux impacts du changement climatique pour la santé, en mobilisant les scientifiques spécialistes de la santé, justement. Merci beaucoup Valérie, et je suis ravie de savoir que vous pouvez continuer de participer à cet échange. Alors, Éric Krubézy, vous êtes professeur d'anthropobiologie à l'université Paul Sabatier, ce genre de terme qui n'est pas évident pour tout le monde. Et je vous demande, comme je vais le demander à tous, de nous faire un petit pitch, un petit teasing, bon, en fait un petit hameçon, on va dire en français, de ce que vous voulez développer lors de cette table ronde. Merci Dominique. Oui, ce que je voudrais développer au cours de cette table ronde, c'est reprendre des éléments qui ont été donnés ce matin, mais à propos de la santé, c'est qu'on s'aperçoit qu'une grande partie de la population mondiale, comme tu l'as souligné d'ailleurs,
mais on ne voit pas trop à quoi correspondent ces éléments, et même certains pensent que finalement l'amélioration du climat, enfin le réchauffement climatique pourrait être une bonne chose pour eux. Et c'est donc des éléments je dirais, qui posent problème, justement, si on veut construire un monde nouveau. Et je montrerai que c'est en situation de crise, et que ces crises peuvent arriver très vite, qu'on peut avoir un renversement. Je prendrai des exemples très concrets sur notamment un pays que je connais bien, qui est la République Yakoute, ou République Sakha en Russie, 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la superficie de l'Inde, avec 1 million de kilomètres carrés qui brûlent, c'est-à-dire la surface du Pakistan en 2 mois. Et la façon, comment ça impacte la vie des gens, et comment on passe de quelque chose qui finalement était vu comme un bienfait, le réchauffement climatique, qui vous permettait de vivre à moins 20 l'hiver, jusqu'alors on était à moins 60, à quelque chose qui devient dangereux en 2 mois. Nicolas Arnaud, vous êtes directeur des sciences de l'univers au CNRS. Je ne sais pas si vous pilotez l'univers. Depuis Montpellier, vous oscillez entre Montpellier et Paris. Et en tant que CNRS, interdisciplinarité, c'est ça dont vous allez nous parler? Oui, je commence par envoyer un salut amical à Valérie Masson-Delmotte et au travail remarquable qu'elle et ses collègues font. Le premier élément sur lequel je voudrais insister, et je crois que la table ronde que vous avez réunie ici va bien le montrer, c'est la façon dont, en définitive, pour relever ce défi de ces crises qui nous attendent quand même, parce que Valérie l'a bien montré, on ne reviendra pas en arrière. Donc nous allons devoir assumer un monde se transformant et donc et un certain nombre de crises. Nous ne pourrons sortir de cela que tous ensemble, c'est-à-dire en créant un écosystème dans lequel la recherche, la formation, le développement de solutions pour l'adaptation des sociétés avec les acteurs socio-économiques, avec les collectivités, et bien sûr pour chacun d'entre nous, ce n'est qu'à travers la création d'un tel écosystème que nous en sortirons tous ensemble. En gros, c'est tous ensemble ou pas. Alors, dans cet écosystème, effectivement, la recherche tient déjà une place particulière. Vous l'avez rappelé plusieurs fois, le GIEC, c'est une création des scientifiques. C'est sans doute un des premiers exemples de lanceurs d'alerte. Les scientifiques qui réalisent, par la richesse de leurs travaux, que nous sommes sur une situation qui diverge, et qui diverge de façon dangereuse. On y reviendra et on mesurera l'éventail des connaissances et des apports techniques qu'il faut avoir. Tout à fait. Philippe Rimbaud, vous êtes le président de l'Université fédérale de Toulouse, qui comporte 23 institutions, dont 3 universités. Nicolas Arnaud vous a tendu la perche. Tout à fait. Je crois qu'effectivement, ce qu'a rappelé Valérie dans son exposé initial, ça nous confronte en tant qu'institution universitaire à plusieurs défis. Il y a un défi qui consiste à continuer à nourrir ces constats. C'est absolument indispensable que la science continue à avancer, et on est opérateur de sciences comme le CNRS et d'autres, mais on travaille ensemble à cela. Donc là-dessus, l'écosystème existe. Mais ensuite, nous, ça nous interroge de manière plus spécifique au titre à la fois de notre mission de formation, de notre mission de lien à l'innovation, comme l'évoquait Nicolas il y a quelques instants. Et donc, c'est vraiment un ensemble de défis qui nous obligent à faire évoluer nos pratiques, à former non seulement nos étudiants, mais aussi nos enseignants, nos personnels. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces défis-là que j'essaierai d'esquisser tout à l'heure, parce que c'est une profonde transformation. Julie Durand, vous êtes secrétaire générale du CHU de Montpellier, centre hospitalier universitaire que tout le monde doit connaître sur la région. Vous me disiez que c'était le premier employeur du département, ce n'est pas rien. Et donc, vous avez en fait beaucoup de messages, je crois. Vous en avez au moins 3.
Oui, merci beaucoup. Moi, je rejoins déjà ce qui a été dit, effectivement, c'est sur l'interdisciplinarité et l'écosystème. C'est-à-dire que nous, le CHU de Montpellier, notre enjeu, c'est comment on travaille avec nos partenaires et avec l'écosystème local, l'Université de Montpellier, la métropole et d'autres, pour préparer et adapter notre établissement aux enjeux et aux défis auxquels il fait face. Ici, on est à Montpellier aujourd'hui, physiquement, et c'est vrai que c'est une ville qui est particulièrement touchée et concernée par ces phénomènes et qui fait déjà face concrètement à ce que le changement climatique veut dire, que ça soit par les fortes chaleurs, je pense que les Montpelliérains se rappellent tous du mois de juin 2019, ou que ça soit par ces phénomènes méditerranéens ou dit cévenols que la région a encore connu il y a quelques jours de cela. Voilà, donc le défi pour le CHU, il est double. Il est en tant qu'établissement de santé, comment est-ce que on se prépare à anticiper justement ces besoins de santé qui vont émerger ou se renforcer avec le changement climatique, et comment aussi, en tant qu'offreur de soins, on s'assure de notre propre pérennité et de notre propre adaptation. Puisque le CHU, effectivement, aujourd'hui a des vulnérabilités sur lesquelles on travaille pour améliorer notre résilience face au changement climatique. Très bien. Éric Ducournau, vous êtes directeur général du groupe Pierre Fabre. Et quand on a préparé, vous avez dit on est presque le trop bon élève. Bonjour. Alors, je dirais que, je ne sais pas si on est de bon élève, mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est quelle chance de savoir. Parce que quand on écoute ce qui est dit par les scientifiques, je trouve que notre époque a la chance de savoir et qu'on aurait pu être dans des époques ou dans des écosystèmes où on n'aurait pas su. Donc maintenant, on sait. On n'est pas content de savoir, ça ne nous rend pas heureux, mais en tout cas, ça nous donne une opportunité de faire quelque chose. Et comme vous le disiez, je crois que c'est très difficile de savoir ce qu'on peut faire quand on est un citoyen, ça l'est aussi quand on est une entreprise. Et si j'ai un message, c'est qu'en fait, une entreprise, ce sont des femmes et des hommes, des produits et puis des process. Nous sommes une entreprise industrielle, donc ce sont des process industriels. Et qu'en fait, ce que j'essaierai de vous montrer, c'est que dans ces trois dimensions, il y a des choses à faire à l'échelle d'une entreprise et qui nous permettent de faire notre part en fait, dans ce combat contre quelque chose qui est probablement inéluctable sur une partie, mais pas sur l'autre. Et c'est ça que je pense, c'est ça cet espoir en fait. Et avec des spécificités particulières, puisque vous avez parlé d'entreprise, mais vous êtes une entreprise qui a comme, je ne sais pas si on dit actionnaire, mais une fondation. Vous êtes les fils d'une fondation, fils et filles d'une fondation. Nous sommes la seule entreprise en France qui est majoritairement détenue par une fondation reconnue d'utilité publique. Voilà, donc ça, on y reviendra. Je ne sais pas si Valérie, qui nous écoute, a une envie de réagir, mais en premier, je voudrais demander à Nicolas Arnaud, directeur des sciences de l'univers au CNRS dont on peut rappeler que c'est le premier grand la première grande institution de recherche européenne. Hein. Oui, on peut dire ça. Hein. Oui, voilà. Au cas où les Français ne se rendraient pas toujours compte. Donc on a énormément de chercheurs, 32 000 agents, 16 000 chercheurs. Et ben voilà, mais vous êtes vous-même confronté à comment on s'organise pour acquérir les bonnes informations. Et il ne vous aura pas échappé que ces derniers temps, surtout sur les chaînes de télé, mais aussi dans les radios, un certain nombre de recherches n'ont pas abouti chez nous, ou en tout cas pas tout de suite, pour ce que vous savez, à savoir un vaccin, et que ça a semé une sorte pas d'effroi, mais presque, on pourrait dire, on sentait que la France se ridiculisait un peu. C'était très, 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 très embêtant. Alors, on se dit, un grand lieu comme le CNRS, ayant des chercheurs top niveau international, comment s'organise-t-il pour effectivement bien savoir ce qui se passe pour climat, mais aussi santé ? Se mêle-t-il en ordre, j'appelle ça un ordre de démarche, ce n'est pas un ordre de marche. Y a-t-il une nouvelle démarche à avoir en recherche pour aboutir et ensuite avoir des solutions
pour la société, puisque c'est un peu votre slogan actuellement. Oui, tout à fait. Je crois que le maître mot, là, c'est l'interdisciplinarité. Et c'est aussi le temps nécessaire à faire aboutir un certain nombre de recherches. En termes de réussite, je voudrais rappeler qu'en fait, si vous regardez le dernier rapport du GIEC qu'a co-présidé et co-rédigé Valérie Masson-Delmotte, en fait, le CNRS est le premier producteur de ce rapport, tant par la bibliographie qu'il reprend que par les acteurs qui ont participé directement à son écriture. Et quand je dis le premier producteur, c'est pas français, c'est mondial dans ce rapport. Donc ça veut dire quand même que la France peut heureusement s'appuyer avec le CNRS, avec ses partenaires universitaires, avec les autres organismes aussi, sur un écosystème qui est là extrêmement riche. Au CNRS, on a la grande chance, au-delà du fait d'être nombreux, de compter à peu près toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'en fait, on peut travailler sur ces questions de compréhension du changement climatique et de ses impacts entre, effectivement, spécialistes du climat et de la paléoclimatologie, mais aussi spécialistes de la biologie, de la chimie, de la physique, des sciences humaines et sociales. Et c'est pour ça que le CNRS, notamment, a mis au cœur de son contrat d'objectif performance, c'est-à-dire le contrat qu'il signe avec l'État tous les 5 ans, l'étude du changement climatique, grâce à cette grande force d'interdisciplinarité. C'est quelque chose qui a été même acté en juillet. Il y a un PPR, c'est autre chose. Ça. Alors c'est autre chose, mais en fait, tout comme les universités, le CNRS signe un contrat avec l'État, s'engage sur un certain nombre de recherches fondamentales, et à travers la reconnaissance de ces enjeux dans le contrat d'objectif performance, c'est bien la démonstration que le CNRS souhaite mettre sa recherche, encore plus peut-être qu'il ne le fait actuellement, au service d'un certain nombre de grandes causes. Alors, je ne reviendrai pas sur les questions de vaccins et autres. Je pense que ce que nous avons vécu là, c'est aussi sans doute un petit déficit de cet écosystème dont je parlais tout à l'heure. Développer un vaccin, c'est évidemment de la recherche, mais c'est de la recherche co-construite avec les acteurs industriels et sans doute, nous devons encore progresser sur cet élément-là. Bon, un deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que nous avons besoin, pour comprendre le changement climatique, d'observer sur le temps long, en fait, la planète. Et il y a un élément extrêmement important dont on ne parle pas toujours, c'est que derrière l'ensemble de toutes ces recherches qui sont faites par les collègues français, étrangers, du CNRS, des universités, des organismes, il y a des données. Il y a tout ce que l'on peut recueillir en observant la planète, en observant la chimie de l'atmosphère, en observant sa physique, en observant la température, la salinité des océans, la diversité des espèces, donc l'ensemble de la biodiversité. Et ça, c'est possible parce que tous ensemble, nous instrumentons la planète par des capteurs, par des observatoires, et également parce que nous avons la grande chance de pouvoir observer la planète depuis l'espace, à travers tout ce que nous construisons avec l'Agence spatiale française, le CNES, parce que, évidemment, regarder toute la planète, c'est encore plus facile lorsque vous le faites depuis l'espace. Et la richesse de notre écosystème de recherche, et ce que vraiment la recherche a réussi à faire depuis quelques années, c'est recueillir des données partout, les plus nombreuses possibles, de très haute qualité, rendre ces données accessibles à toute la sphère de la recherche et au-delà même les collectivités territoriales et d'autres acteurs. Et là, finalement, on rejoint aussi des problématiques de partage de la donnée, de sciences ouvertes et de questions de souveraineté. Et puis le dernier élément que j'aimerais souligner, c'est qu'on a besoin de temps pour faire tout ça. Que la recherche a quand même besoin de temps, vous le voyez, le GIEC a commencé à alerter il y a 30 ans, voire même au-delà, sur des choses qu'on commençait à voir, mais oui, il a fallu tout ce temps. Le GIEC, il a commencé à la fin des années 80, et Jean Jouzel le rappelait tout à l'heure dans une intervention, je crois, Valérie dira si je me trompe, le premier rapport c'est 90, c'est ça, ou c'est 88 ? 90, Valérie ? Oui, c'est au début des années 1990. Oui. Et donc ça fait 30 ans. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Oui, et ça permet de regarder rapport après rapport, finalement, l'histoire des sciences avec ce travail sur la maturation des connaissances. Et je souligne ce qui vient d'être dit. Par exemple, si la recherche française en sciences du climat est très forte, c'est parce qu'il y a eu des postes permanents, des équipes avec une masse critique, une organisation qui permet d'accéder à des grands outils, modélisation du climat planétaire avec le calcul, observation depuis l'espace, grande campagne d'observation, par exemple pour la mousson d'Afrique de l'Ouest,
compréhension des processus. C'est ce travail-là structurant de l'Institut national des sciences de l'univers, depuis les années 80, qui a joué un rôle déterminant. Et aujourd'hui, dans ce qu'on fournit à la société, le fait d'avoir réduit d'un facteur 2 la plage d'incertitude sur la réponse de la température globale, c'est vraiment le résultat, depuis 8 ans, d'avancées considérables de recherche fondamentale sur le climat pour comprendre chaque boucle de rétroaction et tirer parti de toutes les sources d'informations disponibles. Oui, ce que vous venez de dire, Valérie, et qu'il faut rappeler, je pense que quiconque a d'ailleurs suivi un cursus au lycée devrait savoir ce que c'est qu'une marge d'incertitude. Très important dans ce dernier rapport du GIEC, comme vous le dites, tous ceux qui en parlent, c'est cette réduction des marges d'incertitude. C'est-à-dire que là où vous disiez, il y a 30 ans, il est bien possible que la probabilité, ceci ou cela, maintenant, oui, ça va arriver, c'est comme ça. C'est-à-dire vous affirmez beaucoup plus un certain nombre des éléments que vous nous avez cités tout à l'heure. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose ? Le fait que les scientifiques ont besoin de temps pour comprendre et affiner, tel qu'on vient de le dire, mais aussi que de plus en plus, les scientifiques sont très préoccupés du transfert de la recherche en action, et que grâce au travail avec notamment des spécialistes en santé, les hôpitaux, les universités, et si je prends l'exemple par exemple de la qualité de l'air en milieu urbain, on voit qu'il y a tout un ensemble de transferts de recherche et de recherche qui s'accélèrent avec un certain nombre d'actions, de propositions sur des concours pour que la recherche vienne aussi en aide au niveau du quotidien. Oui. Cette question de l'accessibilité des données et les rendre accessibles, c'est quelque chose qui revient maintenant. Et vous nous direz, vous, si vous pensez qu'elles sont effectivement accessibles ou pas tant que ça. Philippe Rimbaud. Alors Philippe, vous êtes à la tête de 23 institutions et on se rend compte qu'il va falloir former les formateurs à ces questions du climat. On se rend compte en fait qu'il y a de gros manques. Oui, on n'a pas suivi ces cours-là quand on était à la fac il y a 40 ou 50 ans. Alors comment on fait maintenant ? Comment vous vous mettez en ordre de marche ? Tout à fait, c'est la question. En fait, je voudrais partir du fait que comme les universités, comme les organismes de recherche, ont produit de la connaissance qui permet de dresser des constats, alors même s'ils nous accablent, il me semble qu'on ne peut pas se contenter de cela. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité particulière, une obligation de cohérence en quelque sorte, puisqu'on produit ce constat-là, il faut qu'on contribue à notre niveau à essayer de combattre ces effets indésirables et à en limiter l'impact. Donc effectivement, pour les universités, ça va se traduire par une obligation très forte d'adapter nos formations, de donner une culture peut-être de compréhension de ces enjeux-là à l'ensemble de nos étudiants. Et de toute façon, si on n'était nous-mêmes pas conscients qu'il fallait le faire, je peux vous dire qu'eux, ils le sont. Et là, ça résonne avec ce qui a été dit ce matin sur les attentes de la jeunesse, parce qu'on perçoit d'ores et déjà une pression de la part de ces jeunes générations, tout à fait justifiée, pour que l'on adapte le contenu de nos enseignements. Ça s'est traduit très concrètement. Il y a quelques mois, avec l'organisation de ce qu'on a appelé la COP2, c'est-à-dire une sorte de COP étudiante, qui a abouti à l'accord de Grenoble, qui est aujourd'hui proposé à la signature des universités, et dans lesquels il y a des objectifs très concrets. 100% de sensibilisation, 100% d'étudiants sensibilisés et formés aux enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique. Obligation pour les universités qui vont signer de former leurs enseignants, vous le disiez à l'instant, de former l'ensemble de leur personnel et de les sensibiliser. Obligation, là aussi cohérence, de prendre en compte dans nos politiques de gestion du patrimoine, dans nos politiques de déplacement, ces enjeux-là. Par rapport aux pratiques de recherche, aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus dans les appels à projets recherche sont évalués également non seulement l'impact ou l'apport scientifique évidemment du projet, bien sûr les forces scientifiques en présence, mais aussi quel va être l'impact sociétal de ce projet. Est-ce qu'on ne va pas déployer une recherche en utilisant
des instruments qui eux-mêmes produiraient des gaz à effet de serre de manière inconsidérée. Enfin, mais, Philippe, oui. ça veut dire que aussi bien les gens qui partent vers les mathématiques, que ceux qui partent vers la physique, que ceux qui partent vers la biologie, que ceux qui partent vers l'écologie, vont être sensibilisés, comme vous dites. Oui, c'est un enjeu pour nous, parce que, comme l'évoquait Nicolas il y a quelques instants, on voit que les défis sociétaux qui sont les nôtres, le défi du dérèglement climatique, le défi du vieillissement, le défi du numérique et de tout ce que ça peut imposer, sont des questions que l'on ne peut plus traiter par un simple prisme disciplinaire. L'intelligence artificielle, qui a fait l'objet d'un rapport et d'investissement massif en France il y a quelque temps, aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas traité que par les informaticiens et les mathématiciens. Quand vous discutez avec certaines entreprises qui veulent investir dans l'intelligence artificielle, je vous donne un exemple facile peut-être, pour aboutir un jour à un avion sans pilote, si on n'a pas réfléchi à l'acceptabilité sociale, peut-être que même si la technologie est là, on n'aura pas ensuite un modèle qui soit pérenne. On entend que c'est le Toulousain qui parle. Là. Il y a quand même un des grands instituts d'intelligence artificielle, 6 à Toulouse, n'est-ce pas, et Airbus, évidemment. Et on entendait ce matin Fatima qui nous parlait de Air France, qui compte sur des avions plus durables, plus propres, mais à des échéances 2035, 2050. Éric Krubézy, vous nous avez un petit peu titillé avec l'histoire de la Sibérie. Quelque chose comme, auparavant on se disait, oh ben voilà, c'est des endroits très très froids, ça va rester comme ça, mais maintenant ça fond, et c'est pire. Ce que vous vouliez nous dire, c'est que est-ce que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé cet été, quoi, hein? C'est ça, c'est-à-dire que une des questions principales, finalement, quand on entend nos orateurs, quand on entend Philippe Rimbaud à l'instant, c'est comment on va prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'on répète un message, et je crois, Dominique, que tu l'as bien demandé à notre collègue, on a du mal à imaginer qu'est-ce que c'est passer de 1 degré à 1,5 degré. Je veux dire. C'est un peu comme quand on parle de milliards, quoi. On n'arrive pas à imaginer, on peut le noter, mais on ne voit pas trop ce que ça va donner. Et il y a un exemple qui me semble, il y a deux exemples qui me semblent très pertinents. Il y a un exemple que je vais vous donner parce que c'est ce que tu me disais, c'est-à-dire quelque chose de, je dirais, de très pratique. Je crois qu'on comprend tout de suite. Et ensuite, l'autre exemple qui est celui du Covid et de la santé. Parce que je vous montrerai à partir des conférences mondiales sur la santé, comment en fait on a commencé à intégrer les épidémies, à quel moment, et finalement, je dirais de façon très simple, sans avertir l'opinion, mais ça remontait de la société. Et puis ensuite, comment il y a eu une rupture avec le Covid, où là, ce qui s'est passé, en fait, au niveau mondial, c'était quelque chose qui avait déjà été anticipé. La société l'attendait. Et je vous le montrerai, mais de façon avec des textes très officiels. En ce qui concerne la Sibérie, c'est 13 millions de kilomètres carrés, si vous voulez. 13 millions de kilomètres carrés, c'est plus grand que l'Europe et l'Amérique du Nord réunis. Souvent, on l'oublie. Oui. Je ne te cache pas que pour beaucoup, ça paraît toujours très loin, malgré les images de l'espace, malgré tout ce qui s'écrit ou se dit. Voilà, c'est 2/3 de la frontière. On parle de l'Arctique, etc. L'Arctique sibérien, c'est 2/3 de l'Arctique. Et c'est pas si loin que... Finalement, pour l'impact, c'est pas si loin que ça. Et alors, c'est des pays qui sont très grands, d'accord ? Puisque, par exemple, en Sibérie, sur 13 millions de kilomètres carrés, vous avez la République Sakha, je le rappelais tout à l'heure, plus grande république plus autonome au monde, 3 millions de kilomètres carrés, surface de l'Inde, 1 million de personnes, et on peut penser, vu de l'extérieur, pays des ours, des grandes forêts, enfin quelque chose qui fait rêver, je dirais, sur le plan écologique. Et je dirais qu'il n'est pas évidemment ici question de discuter des affaires intérieures de la Russie, mais quand on l'observe simplement en observateur, si vous voulez, pour moi depuis 20 ans, on se dit, mais pourquoi, par exemple, certains gouvernements ne prennent pas en compte, etc., le réchauffement climatique? Mais il faut savoir quand même qu'en République Sakha, l'hiver, il fait moins 60 pendant 2 mois, je veux dire. Et vous avez, pour les enfants, 3 seuils. À partir de moins 40, on ne va plus à l'école maternelle. À partir de moins 50, on ne va plus au collège. À partir de moins 50, de moins 60, tout le monde s'arrête, sauf les éleveurs de chevaux, parce que les chevaux yakoutes vivent dehors.
Donc, quand on dit à ces populations qui le voient, puisque c'est une des zones les plus impactées au monde par le réchauffement climatique, ben moi je discute avec mes collègues, ils me disent « Ah, c'était bien l'hiver dernier, hein. » Je veux dire, à Yakoutsk, il a fait que -20 jusqu'en décembre. Pour eux, c'est une amélioration. Quand on discute, il n'y a rien ici, mais soi-disant que dans quelques années, on va pouvoir faire du blé. Tu te rends compte? On n'aura plus à attendre les bateaux l'été qui nous amènent. C'est quelque chose, ça. Vu au niveau gouvernemental, on sait bien que qu'est-ce qui se disait jusqu'à présent sur le réchauffement climatique en Yakoutie? Jusqu'il y a 2 ans. Je l'ai entendu pendant 18 ans et je l'ai vécu. En 2002, en juillet, il faisait très beau en Yakoutie. C'était parfait, on pouvait circuler. Et puis avec le réchauffement climatique, en fait, il n'a pas fait plus chaud, mais il y a eu plus de pluie. Et donc la pluie, on ne pouvait plus circuler, mais surtout, bon, ce n'était pas très gênant, il n'y a pas beaucoup de touristes et très peu de scientifiques. Mais surtout, les éleveurs de chevaux ne pouvaient plus trop avoir de chevaux, ça diminuait parce que les prairies auxquelles ils avaient accès étaient des prairies noyées. Je dirais que là aussi, si vous voulez, sans avoir un grand impact, je dirais, sans discuter sur nos collègues russes, on comprend bien que vu de Moscou, je veux dire, quelques agriculteurs qui ont du mal à avoir de l'herbe pour leurs chevaux, ce n'est pas quelque chose de très gênant, d'autant plus qu'on voit, et c'est une certitude, si vous voulez, que quand réellement ça se passe, le pouvoir central envoie, comme en France, des subventions pour les agriculteurs en disant « vous avez perdu des chevaux, on vous donne des subventions, on vous envoie du foin ». Donc finalement, si vous voulez, au niveau des populations, le réchauffement climatique, c'est pas facile quand on discute avec des collègues de leur dire « mais attendez, c'est le réchauffement climatique, il faut s'y mettre, etc. » Pourquoi? Parce qu'on avait prévu un réchauffement climatique qui finalement, c'était pas mal. Enfin, c'est ce qui s'est beaucoup dit à une époque. C'était pas mal. Or là, cet été... Alors, en fait, cet été, on s'aperçoit qu'avec le réchauffement climatique, eh bien, 1 million de kilomètres carrés qui brûlent. 1 million de kilomètres carrés, je vous rappelle que c'est 2 fois la France. C'est-à-dire que nous, on est souvent un peu affolés, quoi. Il y a eu un incendie dans les Landes, 100 hectares. Là, c'est des kilomètres carrés. Là, c'est des kilomètres carrés. Là, c'est 2 fois la France qui brûle. 2 fois la France. D'accord, 2 fois la France qui brûle. Et Yakoutsk, c'est une ville fantastique quand on est vu de loin. Je veux dire, quelques dizaines de milliers d'habitants, un pouvoir central qui, en raison des mines qu'il y a, etc., a mis beaucoup de moyens ces dernières années. À part le froid, l'hiver, c'est un élément où nos collègues vivent tout à fait, je dirais, de façon qui peut être agréable. Sauf que Yakoutsk, personne n'en parlait. Mais en 2 mois, c'est devenu la ville la plus polluée au monde. Nos collègues n'ont pu vivre chez eux que parce qu'ils ont acheté des appareils pour filtrer l'air. Pourquoi? La fumée, quand vous avez 1 million de kilomètres carrés qui brûlent, la fumée, si vous voulez, ça devient terrible. Oui, Éric, c'est quelque chose qui a été dit ce matin, répété. Je vais passer la parole à Julie Durand. Pollution peut aller avec réchauffement climatique. C'est ça qui arrive là. C'est ce qui est arrivé aussi au Canada avec le dôme de chaleur. Et je laisse la parole. Mais c'est simplement pour, je dirais, anticiper quelque chose que je voudrais dire par la suite, un de mes messages. C'est-à-dire que tout va bien quand les choses sont progressives. C'est un peu comme l'évolution. Est-ce qu'on a une évolution qui est linéaire et continue ou une évolution par crise? Oui. Et en fait, c'est au moment des crises, si vous voulez, que là, pour le coup, le pouvoir central moscovite, je dirais, a envoyé tout ce qu'il fallait en Yakoutie parce que on n'était plus à avoir des champs de blé bientôt. C'était la survie de la population à très court terme. Merci Éric Rubézy, dont je rappelle que vous êtes de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Mais vous avez fait vos études à Montpellier. Julie Durand, quand nous avons préparé cette table ronde, vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs points, évidemment, que vous vouliez aborder, mais vous me disiez qu'avec cette crise sanitaire, et donc je vous pose la question, avec la possible crise climatique qui arrive, ou qui est déjà là, il y avait un enjeu de souveraineté pour la santé. Et ça, vous l'avez vécu, vous, au CHU, dont vous êtes la secrétaire générale? Oui, merci.
la crise Covid, oui, ça a complètement mis en lumière cet enjeu. En particulier, j'ai envie de dire, le début de la crise, puisque donc, l'hôpital, lui, s'est réorganisé très rapidement. Il faut se rendre compte, nous, au CHU de Montpellier, qu'on a déménagé 3 services en 48 heures, au mois de mars 2020. Et ensuite est arrivée la problématique des approvisionnements. Et clairement, pour avoir participer aux cellules de crise quotidiennes qu'on tenait au CHU, ça a été une thématique sur laquelle on se sentait quand même assez impuissant. Parce que beaucoup de ces problématiques d'approvisionnement ne dépendaient pas de nous directement pour les régler. Alors on a pu s'appuyer sur un écosystème local parfaitement mobilisé et parfaitement à l'écoute de nos besoins. On a énormément d'acteurs locaux qui nous ont soutenus, aidés, l'université de Montpellier, les collectivités territoriales, des entreprises, voilà. Donc, et c'est cette mobilisation aussi qui nous a permis de passer des caps difficiles. Alors, il y en a eu plusieurs, tout le monde les connaît, mais il y a eu l'approvisionnement en masques, puis l'approvisionnement en blouse, en surblouse, et puis des tensions sur les approvisionnements de certains médicaments aussi au plus fort de la crise. Mais effectivement, Montpellier, c'est une ville avec une longue histoire de santé, puisque Montpellier, c'est la plus ancienne faculté de médecine du monde occidental encore en activité, et c'est une ville universitaire. Donc, ça nous a aussi, nous, poussé entre acteurs locaux à réfléchir et on a travaillé, donc, le CHU Montpellier, mais avec l'ensemble des partenaires pour réfléchir comment est-ce qu'on peut aussi avancer sur ces sujets et anticiper. C'est une relance de la recherche, d'une certaine façon, ou de l'organisation avec tous les acteurs de santé. C'est un peu tout en même temps. Ça rejoint plusieurs choses qui ont déjà été dites, puisque c'est comment on s'appuie sur un écosystème local pluridisciplinaire pour avancer sur la recherche, pour mieux comprendre les causes et y apporter les bonnes réponses, et comment, au lieu d'être dans la réaction face à la crise, on est dans l'anticipation des problématiques à venir. Voilà. Et donc il y a plusieurs dispositifs qui sont en train de se mettre en place en lien avec ces éléments-là. L'Université de Montpellier est labellisée ICIT Muse, Montpellier Université d'Excellence, avec 3 thèmes qui sont 3 thèmes forts de l'Université de Montpellier: soigner, nourrir, protéger. L'ICIT Muse, ce sont ces 3 thèmes, et le CHU de Montpellier, comme les autres établissements de santé, comme les établissements de recherche, fait partie de ce label Muse. Et donc, il a été convenu de lancer une key initiative autour de ce sujet du risque climatique et système de santé. Key initiative, en bon français, ça veut dire une initiative clé, donc un mouvement d'importance. C'est ça, tout à fait. Et qui va ouvrir une clé qui va ouvrir plein de serrures encore un peu bloquées, c'est ça? Tout à fait. Donc l'objectif, c'est de s'appuyer. Alors il y a beaucoup effectivement de recherches qui existent déjà, ça a été dit. Mais comment est-ce que on s'appuie sur ce qui existe, et comment est-ce que on va les approfondir au niveau local et au niveau régional? Voilà, c'est aussi ça le but. C'est vraiment de travailler sur les problématiques du territoire montpelliérain face à cette crise climatique, et donc d'être dans cette recherche sur risque climatique et système de santé, de s'appuyer sur les résultats de cette initiative, nous ensuite en tant qu'opérateurs de santé, pour vraiment définir et approfondir les actions qu'on peut mener face à ce risque. Ce que vous disiez déjà tout à l'heure, c'est dans la région, on continue d'appeler ça les épisodes Cévenol, ce qui ne fait pas plaisir aux Cévenols. Enfin, c'est des épisodes méditerranéens. Donc, c'est des événements extrêmes qui se renouvellent. Enfin, on en a encore vu un récemment. Et ça atteint des niveaux qu'on ne connaissait pas auparavant, d'une grande violence et d'une grande soudaineté. Oui, et donc nous, là, en tant qu'établissement de santé, plus du point de vue des infrastructures, pour les non-montpelliérains qui nous suivent, le CHU Montpellier, il est construit sur le nord de la métropole de Montpellier, et en fait il est construit sur un ancien cours d'eau, sur le fond d'Aurelle. Donc on a ce qu'on appelle le cadre enterré qui passe sous le CHU.
Ça, c'est le premier point. Et ensuite, les bâtiments du CHU ont été construits à différentes époques, mais on a notre hôpital principal, la Péronie, qui a été construit dans les années 70, et l'hôpital le plus récent, Arnaud Villeneuve, inauguré en 92. Donc on n'est pas sur des infrastructures récentes, c'est le moins qu'on puisse dire, au CHU de Montpellier. Et donc ça nous rend vulnérables face à deux problématiques. La première, celle dont vous venez de parler, qui est le risque inondation, et l'autre qui est le risque de forte chaleur, puisque on a des bâtiments qui sont d'un certain âge et qui ne sont pas tous équipés aussi d'un système de refroidissement, on va dire, suffisamment efficace face au changement qui nous attend. Donc nous, au niveau de l'établissement, ça nous amène à nous mobiliser. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail qui est fait avec les services de la métropole de Montpellier, qui est en charge de la prévention du risque inondation. Et donc, en ce moment, justement, on a des travaux sur l'ensemble des entrées du CHU pour sécuriser notre site face aux risques que représentent ces épisodes méditerranéens. On sera complètement sécurisé, nous, à l'horizon 2023, en tout cas, on l'espère, mais c'est clairement une vulnérabilité qui a été identifiée par les collectivités publiques au moment de la révision du plan de prévention du risque inondation. Et nous, notre enjeu, ça a été de se sécuriser et d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, c'est des travaux qui sont très désorganisants en plus pour notre site, parce que la particularité d'un établissement de santé par rapport à d'autres structures, c'est qu'on n'arrête jamais notre activité. Bien sûr. Et c'est ça qui rend tous travaux d'infrastructure particulièrement complexes. Et donc, sur le risque forte chaleur, c'est la même chose. Les 46 degrés qui ont été atteints à Montpellier en 2019, à l'intérieur du CHU, ça a été particulièrement difficile aussi dans certains services. Alors même que le rôle d'un établissement de santé, c'est de soigner des gens qui sont fragiles. Voilà. Et donc on a lancé, nous, tout un grand plan de rénovation de nos infrastructures, mais qui est nécessairement pluriannuel, puisqu'on est sur des travaux en site occupé. Donc on essaye de faire le maximum, et tout en espérant être dans un rythme qui est suffisamment engageant par rapport à l'accroissement du risque. Merci. Je vois que Nicolas Arnaud veut prendre la parole, mais je passe d'abord la parole à Éric Ducournau. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre. Et quand vous entendez tout ce qui vient d'être dit, vous avez le bénéfice d'avoir entendu tout le monde. Je pense que c'est pas un slogan, je ne sais pas, votre baseline, on ne sait plus comment dire les choses en français, c'est justement Green Mission, mission verte. Vous dites, on est en plein dedans, là, votre groupe, et ça fait un bout de temps que vous y réfléchissez, peut-être depuis les tout débuts, vu votre histoire. Alors c'est vrai que Pierre Fabre a la chance d'être une entreprise donc, qui est à la fois dans l'univers pharmaceutique et dermocosmétique, et qui a été créée par un pharmacien botaniste, M. Pierre Fabre, et qui donc lui a donné, c'est vrai, cette sensibilité particulière au respect de la nature, et au fait de pouvoir projeter ces activités dans le long terme. Et depuis le décès du fondateur, le fait d'être détenu par une fondation reconnue d'utilité publique nous donne effectivement cette capacité à nous inclure dans le long terme. En écoutant les intervenants, finalement, on voit qu'on passe assez vite de la crise climatique à la crise sanitaire. Et ce que je pense nous voyons aussi dans nos différentes activités, c'est qu'on passe d'une certaine façon d'une crise à l'autre, où c'est une succession de crises. On fait beaucoup de gestion de crise dans nos métiers. Et je pense que, en fait, pour arriver à justement voir le temps long, il faut avoir des ligne de force, en fait, et celle que vous citez, Dominique, à travers la Green Mission, c'est une ligne de force. La Green Mission, c'est ce que nous avons décidé de créer à l'intérieur de l'entreprise en 2019, au moment où nous avons commencé un plan de transformation, qui a pour but, en fait, de prendre en compte toutes les dimensions de l'entreprise par rapport notamment à l'utilisation des actifs du monde végétal et puis à ce que nous vivons en termes de crise climatique, donc pour voir le long terme. On est parti d'une idée assez simple, complexe pour une entreprise, j'y reviendrai, mais assez simple, c'est de dire, si nous prenons la trajectoire des accords de Paris et que nous l'appliquons à une entreprise de un peu moins de 10 000 salariés, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact et de trajectoire sur les déchets, sur l'utilisation des plastiques, sur notre utilisation de l'eau,
sur nos émissions de CO2, etc. Et nous avons décliné sur toutes ces thématiques les objectifs avec des échéances annuelles et donc une trajectoire qui doit nous permettre de réduire notre impact carbone de 33% à l'horizon 2030 versus 2018. Et c'est cette trajectoire en fait, des accords de Paris que nous avons déclinée à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est ça qu'on appelle la Green Mission, qui embarque vraiment, comme je le disais au début, toutes les dimensions d'une entreprise, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui y travaillent, les produits que l'on y fabrique, et puis la façon dont on les fabrique et dont on les transporte, le sourcing que l'on fait, et je pourrais le détailler. Et en fait, c'est... Ce que vous appelez le sourcing, c'est quoi? C'est d'où viennent les ingrédients. Quand vous évoquiez tout à l'heure les pénuries de médicaments... La souveraineté. La souveraineté, c'est la traduction politique du sourcing, mais c'est la souveraineté, effectivement. Donc l'obtention des matières premières pour faire vos produits. Voilà. Et ben, vous en avez pâti, ou vous risquez d'en pâtir demain? Je crois que tout le monde peut en dire. Alors nous sommes très peu dépendants parce que nous avons la chance, parce que nous avons construite, mais d'avoir l'ensemble de nos activités industrielles en France. Donc nous employons à peu près 6500 collaborateurs en France. Vous relocalisez, je crois aussi. Nous avons effectivement relocalisé des activités qui étaient auparavant en Argentine et au Vietnam l'année dernière, donc en France. Donc en fait, à l'exception d'une usine que nous avons au Brésil pour une marque brésilienne qui ne sort pas du Brésil, tout le reste de nos produits est fabriqué en France. Donc, ce qui est pour nous une chance, parce que finalement, quand on est dans la période dont on sort, en fait, pour les industriels, ce que nous avons vécu et que vous avez vécu, j'allais dire, par suite à l'hôpital, sur les approvisionnements, c'est une interruption des échanges entre en particulier l'Asie, l'Europe, mais aussi les États-Unis, qui ont d'ailleurs beaucoup de mal à redémarrer maintenant. On le lit beaucoup. On manque de bateaux, on manque aussi de palettes pour transporter les produits, etc. Et en fait, d'avoir ces activités industrielles dans un seul pays nous permet beaucoup mieux, en fait, d'être capable d'adresser à la fois dans des circuits courts, mais aussi d'adresser plus simplement, j'allais dire, l'ensemble des processus pour garantir la production. Je pourrais l'expliquer si vous voulez. Et juste, je voudrais revenir sur une chose qui a été dite tout à l'heure par Valérie Masson, c'est que cette Green Mission prend aussi conscience de la biodiversité. C'est un mot qui n'a été prononcé qu'une fois depuis le début, mais la biodiversité, c'est essentiel dans la composante de ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire comment lutter contre le réchauffement climatique. Et cette biodiversité, elle est aussi extraordinairement liée à la santé des hommes, c'est-à-dire que la santé des hommes se développe mieux ou s'épanouit dans une biodiversité respectée, et pas simplement parce que la nature nous produit beaucoup des actifs qui nous servent à soigner les personnes, les populations, mais également parce qu'en fait nous devons respecter cette nature parce que nous sommes nous-mêmes issus de la nature, nous ne sommes pas disjoints de la nature. Et ce que nous faisons en matière de biodiversité est aussi, je crois, très très important. Et là, on peut aussi souligner le rôle essentiel qui est joué par les organismes de recherche publique et globalement les universités, puisque souvent les entreprises sont plutôt dans le développement et ce qu'on appelle la mise en pratique, mais le fondamental vient des organismes de recherche et des universités. Et sur ces sujets de biodiversité, cette alliance est essentielle. Tout à l'heure, vous reviendrez sur la notion de Green Impact Index que vous avez créé en juillet. Nicolas, Arnaud, je vous vois trépigner, vous voulez intervenir, allez-y, allez-y. Oui. Et Valérie, que nous n'oublions pas, si vous voulez faire des remarques, faites-nous signe. Oui, je trouve que les échanges qui viennent d'avoir lieu sont très éclairants sur quelque chose dont on n'a peut-être pas conscience, alors un peu plus avec la crise évidemment terrible qu'on vient de traverser, c'est la vulnérabilité de nos sociétés, de l'organisation même de nos sociétés, et puis également de la technologie qui permet à nos sociétés de vivre mieux quand même qu'elles ne vivaient par le passé, à des phénomènes tels que les impacts du changement climatique. Et j'en reviens à une question tout à fait fondamentale que vous posiez tout à l'heure à Valérie, qui est OK, 1,5, 2 degrés, ça ne nous semble pas très important, mais en fait ça change tout. Ça change tout parce que les phénomènes sont, alors dans le jargon des scientifiques, profondément non linéaires. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous augmentez un effet... C'est-à-dire c'est un escalier, quoi. Oui, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que vous multipliez par 2 une cause que vous multipliez par 2 l'effet. Vous pouvez le multiplier par 10, par 100, par 1000. Je crois que nos concitoyens ont peut-être appris ce qu'était une exponentielle. Et on a vu des vagues, n'est-ce pas? Donc on comprend, on sent un peu mieux les choses. Alors, ce dont nous parlait notre collègue du CHU montre à la fois la capacité de réactivité, de résilience de nos organisations.
largement par le fait du dévouement des personnes qui sont derrière, hein, il faut le dire, il n'y a pas que l'organisation, mais ça montre aussi la fragilité de nos organisations. C'est-à-dire qu'en fait... Mais vous allez nous faire peur, là. On va finir complètement déprimé. Alors, complètement déprimé, non, parce que le dernier rapport du GIEC, et Valérie le montrait, montre que nous avons notre destin en main. C'est-à-dire que le pire n'est pas sûr, surtout si nous agissons. Mais je pense qu'il ne faut pas vivre dans l'idée que, si dans 30 ou 40 ans, on a 35 ou 40 jours à plus de 35, il suffira de monter l'air climatisé. C'est pas comme ça que ça passe. Souvenez-vous, il y a 2-3 ans, lorsqu'on a eu des vagues de chaleur, combien en une semaine à plus de 35, non seulement les gens fragiles meurent, mais par exemple les frigos dans les supermarchés explosent. Nous sommes extrêmement dépendants d'une technologie, d'une organisation qui est très facilement perturbée par le changement climatique. Alors, j'avais une question pour Philippe Rimbaud, mais évidemment, elle se cogne avec déjà des questions que j'ai sur mon petit téléphone smart. Est-ce que vous travaillez avec les citoyens? Alors, vous travaillez avec plein de citoyens, vous, dans vos institutions universitaires ou autres. Mais je me posais la question, mais ça se rejoint, formation des adultes, formation professionnelle, vous vous y attaquez aussi? Parce que pour faire comprendre ce que vient de nous dire Nicolas Arnaud, eh bien, effectivement, formidable de pouvoir en parler lors de cet événement Le Monde Nouveau, mais pour apprendre, pour bien apprendre dans le détail, pour bien comprendre et que ça s'assimile, on fait comment? Il y a plusieurs types de solutions. On peut, par exemple, faire de la science participative. Notamment sur la biodiversité, aujourd'hui, vous avez parfois des programmes où, avec votre smartphone, à chaque fois que vous voyez une plante que vous n'identifiez pas, vous pouvez la photographier, l'envoyer à un laboratoire et ça va contribuer à une étude sur un territoire donné. On peut multiplier les actions en matière de diffusion de la culture scientifique. Ça, à la fois les organismes et les universités le font beaucoup, c'est-à-dire faire connaître ce qui se fait dans les laboratoires pour que se déploie une culture scientifique et pour que, oui, évidemment, je vais faire la publicité de mon propre journal. La recherche, climat et biodiversité, c'est dans les bonnes librairies et les kiosques de presse. Mais c'est vrai. Vous savez bien ce qu'on dit généralement aux chercheurs et aux universitaires, c'est qu'ils sont dans leur tour d'ivoire. C'est plus si vrai. Non. C'est plus si vrai. Mais quand même, il faut changer avec la société. société. Il y a beaucoup d'incitations désormais, y compris, je le disais il n'y a pas longtemps, dans l'incitation par les carrières. C'est-à-dire que pendant longtemps, les chercheurs et enseignants-chercheurs, ils étaient évalués uniquement sur la production scientifique qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on intègre dans leur évaluation leur contribution à des débats de société, à des actions de diffusion de la culture. Donc ça, c'est un élément. Et pour revenir sur la question, il y a l'enjeu, évidemment, de la formation tout au long de la vie. C'est un enjeu majeur sur lequel on travaille beaucoup avec les entreprises, à la fois parce qu'elles nous aident à identifier leurs besoins, mais on n'y travaille pas uniquement sur ce volet-là, parce qu'il peut y avoir tout à fait des éléments qui relèvent de la diffusion d'une culture qui sont également intégrés dans des actions de formation tout au long de la vie, d'une culture scientifique. Pardon. Julie, justement, Julie Durand, vous êtes secrétaire générale du CHU de Montpellier. Ces échanges, vous les avez avec vos patients, mais vous les avez peut-être aussi avec les chercheurs. Peut-être que ça se renouvelle. Est-ce qu'on va passer à une nouvelle ère? Regardez, nous sommes tellement contents de pouvoir nous parler là, de parler à quelques personnes dans cette grande et belle salle. Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience nouvelle qui va... Enfin, je suis peut-être trop optimiste. Si, bien sûr, parce que justement, j'ai parlé de comment le CHU adapte ses infrastructures pour se protéger. Mais on n'est pas seulement dans la réaction, on est aussi dans l'action et dans la volonté d'être proactif. Et je rejoins ce qu'a dit Vincent Arnaud juste avant, on peut faire des choses. Il y a des startups et Medvalley ici. Voilà, en tant qu'offreur de soins et en tant qu'employeur aussi, on a mis en place une politique active pour agir sur les éléments qui sont entre nos mains. Donc, je vais juste donner deux
2 exemples très concrets. Le CHU Montpellier s'est engagé dans une démarche qu'on appelle maternité durable pour pouvoir à la fois travailler sur les produits et les process qu'on utilise dans nos maternités pour faire en sorte qu'elles soient plus durables, et aussi pouvoir apporter des conseils auprès des parents. La prise de conscience, je pense qu'elle est là. Nous, on le voit à la fois au sein de nos professionnels, puisque le CHU, c'est soins, enseignement et recherche. Et donc, on accueille aussi tous les internes en médecine, tous les étudiants en formation. Je vous garantis que la prise de conscience, elle est là, effectivement, dans cette génération. Et on le voit aussi dans notre maternité avec les jeunes parents qui se posent beaucoup de questions. Voilà. Donc, on essaye, nous, d'y répondre comme ça. Et aussi, en tant qu'employeur, puisque le CHU Montpellier, c'est quasiment 12 000 salariés, on travaille beaucoup en lien étroit avec la métropole sur notre politique de mobilité pour inciter nos salariés à utiliser les moyens de mobilité douce, c'est-à-dire tout sauf la voiture individuelle. Voilà. Éric Ducournau, il y a une question... Donc j'aimerais en fait que vous dialoguiez avec l'universitaire et avec le représentant du CNRS. Partagez-vous vos données pour faire avancer les choses. Ça doit aller dans les deux sens. Alors là, c'est public-privé, ce qui est aussi quelque chose parfois qui a été vu dans les années, on va dire les vieilles années, les années anciennes. Ça ne sera pas les années de demain, comme quelque chose de très difficile à réaliser. Est-ce que ça progresse? Vous échangez vos données? Vous pouvez apprendre de l'université fédérale et dans l'autre sens, ça se passe aussi? C'est opaque pour le très grand public. Alors, je crois que si vous voulez, dans le domaine médical, il y a une chose qui est très très claire, c'est que la découverte est impossible sans en fait un travail collaboratif entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et globalement les CHU, ou en tout cas les cliniques et hôpitaux universitaires, parce que c'est comme ça en fait qu'on fait de la découverte. Et évidemment aujourd'hui, la donnée est centrale et l'échange de données est central. C'est un sujet, je sais, qui est souvent compliqué en France, cet accès à la donnée de santé individuelle. Ben oui, parce qu'on a peur, quoi. On a peur de dévoiler son intimité, ou bien qu'il y ait des connexions qui se fassent avec nos groupes proches, notre propre famille. C'est ça, en fait. Et c'est une peur légitime, mais je pense que vous pourrez expliquer comment, en fait, les hôpitaux garantissent vis-à-vis des patients. Mais aujourd'hui, en fait, l'économie dans laquelle on se trouve est une économie de la connaissance, et cette économie de la connaissance génère énormément de données qui nous aident. Il y a celles que nous avons vues sur le climat, mais aussi dans la découverte en santé, qui nous aident à aller beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, des données qui sont des données anonymisées, des données globalisées à l'échelle de la planète, nous permettent de voir des choses qu'on ne voyait pas hier ou qu'il fallait énormément de temps à voir. Et ça, je crois, si vous voulez, que c'est une des voies d'avenir de la découverte en santé qui est absolument extraordinaire, parce qu'elle va permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être capable, en fait, d'apporter des solutions thérapeutiques pour les patients beaucoup plus rapidement. Donc la donnée est centrale, elle est collaborative entre nos différents univers, elle est essentielle et je crois que demain, elle va vraiment accélérer la découverte. Philippe, vous voulez réagir? Non, Julie, vous voulez réagir? Très brillant. Excusez-moi, Philippe. Et s'il y a des questions dans la salle, vous pouvez bien attendre 2 minutes avant qu'ils aient pris la parole et je vous passe la parole. Philippe. En 2 mots, l'un des enjeux, c'est effectivement l'interopérabilité des données. Donc le partage de ces données, ça veut dire... Ça peut être quoi typiquement? Parce qu'il y a plein de gens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire mettre en commun, dans ce qu'on appelle en bon franglais, des data lakes, des lacs de données. Mais quel type de données? Vous pourriez donner... les données d'une entreprise, des données qu'elle a pu avoir dans, je sais pas, les caractéristiques de ses produits, les caractéristiques de ses clients, les usages de ses clients. Tout ça peut être très très variable selon les secteurs. Et des données issues de nos études universitaires pour pouvoir opérer des classements et aller éventuellement plus loin. Donc dire tel produit à tel type d'action, il est très bon, il est excellent, ou ça servira à rien.
Oui, on peut le schématiser comme ça. Ah ben, mais, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Oui, bien sûr. Mais il y a des domaines qui sont peut-être beaucoup plus complexes. Enfin, je pense toutes les données spatiales aujourd'hui, les données qui sont issues de capteurs qui vont être présents sur des véhicules, par exemple. Ça permet ensuite d'avoir soit une vision qui permet de faire progresser la recherche sur des nouvelles technologies, par exemple des capteurs qui étaient dans des pare-brises et qui permettent aujourd'hui à la fois au niveau de Météo France d'avoir des prévisions météorologiques beaucoup plus fines et ça, en même temps c'est participatif, ça. Oui, si on a tout ça sur notre pare-brise. Et en même temps aux constructeurs de véhicules de prévoir des hypothèses où les essuie-glaces se déclenchent tout seuls, etc. Enfin bref, on peut avoir des éléments comme ça où, grâce à l'usage des données, on va faire progresser aussi bien notre recherche que des éléments de nouvelles technologies. Julie, vous vouliez intervenir? Oui, c'était pour revenir plus largement effectivement sur le lien public-privé. On travaille tous au sein d'une même chaîne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au CHU Montpellier, on travaille avec les instituts de recherche, l'université pour faire de la recherche clinique sur la base des données qui sont remontées en recherche fondamentale. Et après, on travaille avec des partenaires privés pour ces données de recherche clinique les transformer en innovation au service de nos patients. Ça peut être du médicament, mais ça peut aussi être du dispositif médical, ça peut aussi être un nouveau protocole de prise en charge qui va s'appuyer sur un outil de télésurveillance. Voilà. Et donc, par exemple, le CHU Montpellier, c'est le premier CHU en France à avoir pris des participations dans une start-up. On est actionnaire d'entreprise parce qu'on y apporte justement de la donnée et de la compétence et que c'est important aussi de défendre les intérêts des professionnels de la recherche qui apportent ces éléments-là aussi dans les entreprises privées. Et donc, l'objectif et un des projets qui est porté par la métropole de Montpellier, qui est Medvalley, c'est de faire de Montpellier un écosystème intégré de la recherche fondamentale jusqu'à l'innovation commerciale sur ces sujets de la santé, de l'alimentation, du bien-être et de l'environnement. Monsieur, vous aviez une question? Je m'appelle Alain Bournet, je suis ancien kinésithérapeute, posturologue et ostéopathe. Je voudrais aborder 2 minutes la question que vous avez évoquée concernant les liens entre l'université, le CHU et le public peut-être. Et notamment, je voudrais aborder celui de l'ostéopathie dans la mesure où nous sommes des experts en troubles fonctionnels, ce qui fait que nous avons des choses à apporter à la médecine traditionnelle. Je suis personnellement expert dans un domaine particulier qui est celui de la migraine. Et pour l'instant, je n'ai trouvé que des portes fermées quand il s'agit de proposer mes services dans les domaines spécialisés, puisque j'ai quand même de 95% d'efficacité sur mes patients dans le domaine des migraines. Je voudrais sensibiliser les autorités à ouvrir les portes à des experts en troubles fonctionnels, ce qui ne sont... Donc votre question, c'est comment mieux dialoguer avec l'extérieur par un grand CHU. C'est ça votre demande? C'est ma question. Ouais. Julie, avez-vous une... et en quoi ça peut être relié aux problématiques actuelles? Est-ce que vous pensez que, par exemple, le changement climatique, le réchauffement, va provoquer plus de migraines? Alors, je vais commencer par répondre à cette question en disant que je ne suis pas médecin, donc je n'y répondrai pas. Nous les porteurs de la recherche au CHU, ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon des PUPH, c'est-à-dire des professeurs des universités praticiens hospitaliers, qui sont double appartenance. Et c'est quand même quelque chose d'assez spécifique et qui est vraiment le fondement de la recherche clinique en CHU. C'est-à-dire que ce sont des médecins qui sont aussi salariés de l'université. Voilà. Et donc, ce sont eux, en fait, qui portent leur thématique de recherche selon leur spécialité et selon c'est vraiment eux qui sont vraiment les porteurs de la dynamique de recherche selon les différentes disciplines et les différentes spécialités médicales. Voilà. Valérie, je vous vois à l'écran. Vous avez un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Alors, oui, par rapport On ne vous entend pas. Peut-être vous n'avez pas rallumé votre micro. Ah si, je viens de le rallumer. Est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend toujours pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça y est, ça va.
Voilà, merci beaucoup. Donc par rapport aux intervenants de la table ronde, je voulais souligner à quel point dans un climat qui se réchauffe, il y a une intensification du cycle de l'eau avec des saisons très humides ou très sèches intensifiées ou des événements très humides ou très secs intensifiés. Et le témoignage par rapport au nord de la Sibérie s'inscrit pleinement dans ce contexte-là. Et avec une grande fragilité dans la manière dont nos sociétés anticipe par rapport aux risques liés au climat. De nombreux témoignages ont montré que finalement ce qui conduit à une action, c'est le fait d'avoir fait l'expérience d'un événement inédit, donc de prendre conscience de l'exposition, de la vulnérabilité, c'est souvent ça le déclencheur. Pas forcément avec des changements graduels qui, à un moment donné, vont conduire à des événements inédits ou d'une intensité inédite ou des événements composites comme les incendies de forêt très sévères, et qui dépassent complètement les seuils de tolérance. Donc ça, c'était le premier point. Et je pense que la manière dont nos sociétés ont géré la pandémie de Covid-19, de la même manière, montre à quel point c'est très difficile d'anticiper en gestion de risque pour des événements à faible probabilité d'occurrence, mais très fort impact. Donc sur la question climat, la communauté scientifique qui mène des recherches sur le climat dispose d'éléments de connaissance qui permettent à la fois de fournir ce qui est le plus robuste, là où on a vraiment une confiance très forte, mais aussi des informations sur les queues de distribution, les événements à faible probabilité d'occurrence, mais potentiellement très fort impact, et c'est ce que nous demandent les gestionnaires de risques. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre de risques pour des infrastructures stratégiques cherchent cette information-là. Et alors je ne sais pas pour Montpellier, le CHU, mais encore aujourd'hui, souvent les aménagements, y compris hydrauliques, sont faits en regardant le climat passé, c'est-à-dire les événements records des derniers 30 ans. Sur les épisodes Cévenol, leur intensité augmente, elle va continuer à augmenter. Donc pour moi, ce qui est vraiment important, c'est finalement une sorte de plaidoyer. S'il vous plaît, utilisez les informations qui sont disponibles sur les évolutions à venir, sur les prochaines décennies, prenez-les en compte de sorte à ce que quand on construit une stratégie d'adaptation, on ne soit pas que prêt à faire face à ce qui est déjà là, mais qu'on soit prêt à faire face aux conséquences d'un climat qui continuera inéluctablement à changer sur quelques décennies. Et puis deuxième chose, on a parlé beaucoup de données, mais les données, elles sont critiques aussi pour comprendre comment on agit à la source du réchauffement climatique, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un vrai retard, que ce soit pour la recherche publique, que ce soit pour la santé publique. Où sont les outils de diagnostic, d'inventaire d'émissions de gaz à effet de serre associés au transport, à l'énergie, aux flux de matière? Et on a besoin de ces suivis, on a besoin de ces outils comme aide à la prise de décision pour agir de manière informée, de sorte à construire des filières d'approvisionnement bas carbone, à construire des systèmes de santé bas carbone, des systèmes de recherche aussi bas carbone. Et je trouve que dans cette table ronde, on a beaucoup parlé de risques, mais agir sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est une condition clé de la gestion de risques, et ça demande aussi de mettre en place des outils. Dans la recherche, ça s'est fait de manière participative avec des collectifs qui s'appellent Labo 1.5, où finalement ce sont les acteurs de la recherche qui ont construit des outils en libre accès qui permettent justement de contribuer à cette maîtrise, en tout cas ce diagnostic, puis ces délibérations pour savoir comment collectivement agir. Et il y a un enjeu à agir vite, bien sûr. Je crois que vous êtes interpellés, CNRS et universités. Et après, Éric, vous nous reparlerez de l'OMS. Oui, tout à fait. Et au-delà, notre capacité collective et avec les pouvoirs publics à mettre en place derrière, par exemple, les engagements qu'a pris la France lors de la COP21, effectivement, en indicateurs qu'on puisse suivre. Et là encore, il va être très important de développer ces indicateurs avec l'ensemble des partenaires, et notamment le monde socio-économique, et également des indicateurs qui permettent à chaque citoyen, dans sa vie quotidienne et son activité quotidienne, de comprendre et de connaître quel est son impact et comment il peut agir à l'échelle de sa vie individuelle ou de sa vie professionnelle sur ces émissions de gaz à effet de serre.
J'aimerais reboucler sur ça, alors peut-être une petite pirouette, mais pour dire que là aussi, dans la prise de conscience, y compris individuelle, et en particulier au niveau des scolaires et des jeunes, les scientifiques prennent une part active à l'université et au CNRS, et c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu cette semaine le CNRS et ses partenaires en décernant la première médaille de la médiation à un jeu ludique, mais également très informatif, qui s'appelle Climatic Tac. Un jeu qui a été inventé par les scientifiques de l'Institut Pierre-Simon Laplace, que vous pouvez trouver chez tous les bons revendeurs de jeux, et qui permet de travailler collectivement à comprendre quelles sont les causes du changement climatique et voir comment on peut avoir un impact dessus. Le jeu montrant très bien que tout seul, on n'y arrive pas, que c'est ensemble qu'on y arrive. Philippe Rimbaud. Oui, très rapidement, pour dire à Valérie que justement, ce qu'elle évoquait, c'est-à-dire Labo 1.5, qui a été donc un logiciel quelque part pour calculer les émissions de gaz à effet de serre des laboratoires, et bien à Toulouse, on est en train d'essayer d'adapter cet outil-là pour que ça puisse prendre en compte les spécificités d'un établissement universitaire qui est une activité un peu différente. Mais effectivement, il y a une urgence et on essaye de s'y coller véritablement. Et juste un autre élément, c'est que dans le plan de relance de l'année dernière, les universités ont été sollicitées pour proposer des opérations à réaliser très vite, d'ici fin 2022. Il y a plus de 2 milliards d'euros qui ont été dégagés pour financer des rénovations énergétiques, notamment de nos bâtiments, de manière à ce que ça permette des économies, ça peut être des opérations de relamping, enfin bref, il y a des tas de choses très très différentes, mais on est lancé, et je peux vous garantir qu'on est challengé tous les jours pratiquement pour tenir le calendrier, et pour l'instant, en tout cas sur ce que je vois du côté de Toulouse, on y arrive. Oui, donc ça veut dire que quand on se donne les moyens, je pense qu'on rencontre la volonté des acteurs. Ouais, ce qui est très frappant dans tout ce que vous racontez, c'est qu'il y a beaucoup d'organisationnel qui doit se revoir. Et il y a la proposition que vous faites vers l'extérieur ou à l'intérieur envers vos étudiants, mais aussi envers les citoyens. Mais pour vous-même en tant qu'institution. Éric, revenir sur la question de l'OMS, parce que je crois que tu as fouillé les archives et tu as vu que depuis 2010 ou avant, environ, on se disait attention, la crise, les crises arrivent et qu'est-ce qu'on fait? Disons que c'est pas exactement ça, mais depuis ce matin, on se demande, les politiques, comment on va jouer dessus, si vous voulez? La question a été d'ailleurs posée. Il y avait une question, est-ce que vous travaillez avec les élus? Voilà, comment les politiques vont jouer? Et je crois que le parrain de cette manifestation a très clairement posé la question en disant peut-être que les politiques, ils vont pas jouer, c'est la base, etc. Moi, je me suis donc posé la question, si vous voulez, de savoir, avec la crise du Covid, on a eu, je dirais, en résumé, ce que tout le monde sait, une crise mondiale, avec à peu près la même chose qui s'est passée dans tous les pays, c'est-à-dire une réponse politique, d'accord, une réponse financière à cette crise, une réponse législative, je veux dire, les états d'urgence, les lois, etc., tout ça, l'intervention de l'État, et je dirais des citoyens qui, d'une façon générale, l'ont assez bien accepté. Et quand on regarde 1969, la grippe de Hong Kong, elle reste absolument confinée dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, si vous voulez? Est-ce que finalement, tous les politiques se sont réveillés en mars 2020, d'accord? Ou est-ce que la société avait intégré ces éléments-là avant? Eh bien, ce qui est assez passionnant, c'est que quand on regarde, l'Organisation mondiale de la santé a organisé depuis 1986 des conférences sur l'Organisation mondiale de la santé. Et ces conférences, au moins, je dirais, elles se passent en dehors des crises, tout va très bien, c'est le calme, et c'est finalement ce qui remonte, c'est les scientifiques, mais par ailleurs, c'est surtout des élus, si vous voulez, des citoyens qui font remonter des choses. Il y a des déclarations communes. Bien, jusqu'en 2010, on ne parle pas d'intervention de l'État, si vous voulez. Jusqu'en 2010, on dit, à partir de 2010, à Adélaïde, on dit intégration de la santé dans toutes les politiques. Et de façon assez soft, intégrer le bien-être dans un environnement propice. Donc tout ça reste assez soft. Très intéressant, déclaration de Shanghai en 2016. On est juste avant le Covid. Je vous reprends, alors c'est un gros rapport, mais j'ai simplement pris les têtes de chapitre. Gouvernance de la santé
avec un environnement législatif et réglementaire, mobilisation sociétale, mobilisation des budgets du système de santé publique, mobiliser la société civile, éducation sanitaire, rôle des villes, les villes santé. C'est-à-dire que dans cette déclaration, tout ce qui s'est passé au moment du Covid, au niveau mondial, y était, si vous voulez. Donc la crise a révélé ce qui était en gestation. Une prise de conscience sociétale, si vous voulez, qui a émergé quelques années avant, 2016, qui s'exprime. Et donc, la question qui m'intéressait, c'est où on en était, finalement, du point de vue de l'environnement. Eh bien, du point de vue de l'environnement, dans la déclaration de Shanghai, on en est à peu près à ce que c'était pour le Covid à Adélaïde en 2010. C'est-à-dire que la déclaration de Shanghai, en 2016, elle dit il faudrait que la santé, elle colle un peu avec les objectifs d'environnement durable. Donc, je dirais que c'est un message qui est positif, qui montre, en gros, qu'on en est à 6 ans, si les choses étaient absolument superposables, on en est à 6 ans, si vous voulez, d'une prise de conscience sociétale profonde mondiale. Alors, ça peut un peu s'accélérer. Et on a vu qu'avec le Covid, c'était un déclencheur. Donc je retombe, je ne vais pas vous réexpliquer ce qui s'est passé en Sibérie, mais on voit bien que finalement en 2010, il fallait y penser. En 2016, on disait attention, il va falloir que les États interviennent, etc. Et ça, c'est ce qui s'est dit ce matin, c'est ce que notre parrain a dit, mais ça, ce n'est pas encore passé dans les institutions. Mais ça veut dire que notre parrain nous a dit ce matin, on commence à y passer, il faut que ça passe dans la société. Donc si ça passe, si vous voulez, dans la société, ça va passer de plus en plus. Et je crois que ici, on est dans une réunion pour le faire passer dans la société. Et au moment où ça passera dans la société, en cas de crise, à ce moment-là, tout se déclenchera. Ça a été comme pour le Covid, on a vu que tout s'est déclenché. Donc ça pourrait servir d'exemple. Merci. Est-ce que Valérie veut dire en 1 minute, dernière chose? Je ne sais pas si elle est encore avec nous. Nous avons encore 1 minute et demie, Valérie. Alors, ce que je voulais dire, c'était en complétant le travail qui est fait, par exemple, dans les rapports du GIEC, c'est l'importance de la co-construction. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'une information sur le climat en appui à une prise de décision, les rapports du GIEC ne suffisent pas. Et il y a besoin de mêler les compétences des acteurs locaux, de terrain, les acteurs dans les entreprises, avec l'expertise scientifique. Ce n'est pas simplement une histoire de jeu de données. Et c'est tout l'enjeu qui est associé au service climatique. C'est quelque chose qui ne va faire que monter en puissance et qui est fondamental pour le lien entre l'action, on va dire, et les connaissances scientifiques qui sont disponibles. C'est quelque chose qui est fondamental, cette co-construction, pour avoir une information climatique qui soit utile, pertinente et qui permette d'anticiper en termes de gestion de risque. Merci Valérie. Je suis sûre qu'on pourrait poursuivre. Vous avez certainement encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est l'heure. Et nous allons passer la parole à la prochaine table ronde qui s'enquiert de biodiversité et forêt. Voilà de quoi faire beaucoup de recherches. Merci à vous tous. Et j'espère qu'on se reverra à d'autres moments pour parler de plein de solutions. Merci à vous d'avoir écouté. Merci. Bon.